D'abord, bonjour. Bonjour. Un petit mot de présentation. Nicolas Théa, donc, vous êtes gynécologue. Vous avez un long parcours clinique derrière vous. Et vous avez écrit récemment, ce n'était pas votre premier livre, mais voilà, c'est le plus récent, un livre qui s'appelle Changer de sexe, un nouveau désir, c'est ça, je ne me trompe pas? Oui. Voilà. Céline Masson, vous êtes psychanalyste et vous avez écrit récemment avec Caroline Eliatchev un ouvrage, vous m'en rappelez le titre exact? La fabrique de l'enfant transgenre. La fabrique de l'enfant transgenre. Bon, alors mon souci aujourd'hui, c'est de faire un peu le point, parce que, au fond, l'action que vous avez entreprise commence à avoir quelques temps d'existence. Donc, je voudrais qu'on pose un certain nombre de choses, et puis peut-être faire un point pour savoir, au fond, les grands repères qu'on a eus, que vous avez eus dans votre action, et qui ont marqué ces derniers mois. Je crois que ça serait important. Mais d'abord, je voudrais vous poser un certain nombre de questions un peu générales, auxquelles j'espère vous allez pouvoir sur lesquelles j'espère vous allez pouvoir nous éclairer. La première me paraît importante. Au fond, j'ai le sentiment que vous vous êtes d'abord toutes les deux inquiétées d'une montée de la demande concernant le changement de sexe. Alors, est-ce que ça concerne, je sais pas, quelques dizaines de personnes ou enfin, quels sont les chiffres? Est-ce qu'on peut répondre à cette question? Est-ce qu'on a une idée des modifications en ce sens? Alors, on n'a pas de chiffres en France. Par contre, nous avons tous constaté dans notre clinique, notamment les psychiatres, psychanalystes, psychologues, l'arrivée de jeunes, notamment d'adolescents, qui s'identifient trans. Donc chacun, aujourd'hui, a dans sa clinique une telle demande, ce qui n'était pas le cas avant. Donc nous avons des chiffres par contre juste à côté, chez nos voisins au Royaume-Uni, au GIDS, qui est le plus grand centre pédiatrique de médecine du genre au monde, qui d'ailleurs annonce sa fermeture prochaine, qui est passé de 50 demandes par an en 2010 à aujourd'hui plus de 5000 demandes, avec une longue liste d'attente. Donc on a des chiffres chez nos voisins. D'accord, voilà. Mais pas en France en fait. On a des chiffres en France dans les consultations dédiées, donc que donnent même nos collègues, voilà, que je donnerai même plus, parce qu'on ne sait même plus ce qu'on peut dire et pas dire. En tout cas, nos collègues de consultation dédiées donnent des chiffres et ils ont augmenté ces chiffres. Alors, comment eux, ils interprètent ça? Comme une libération de la parole et comme un formidable progrès. Voilà, c'est un peu l'interprétation que font nos collègues. Alors nous pensons au contraire que ce n'est pas du tout du côté du progrès, c'est du côté d'une augmentation de jeunes qui vont s'identifier trans sur les réseaux sociaux, de jeunes adolescents, nous ne parlons que des mineurs, d'adolescents qui vont mal, notamment, donc c'est pas une pathologisation de la transidentité, puisque nous ne parlons pas de la transidentité, nous parlons d'adolescents qui vont mal, dépression, troubles anxio-dépressifs, anorexie, en fait on a différentes pathologies, ils ont déjà été diagnostiqués comme tels par des psychiatres dans des centres auparavant, avant leur coming out, comme on dit, la déclaration de la transidentité du fait qu'ils sont garçons pour les filles ou filles pour les garçons. Donc ces adolescents, effectivement, sont plus vulnérables et ont annoncé notamment à partir des réseaux sociaux ou j'allais dire dans l'entourage, parce qu'il y avait des pairs PAIRS eux-mêmes transidentifiés, qu'ils souhaitent changer de sexe et qu'ils sont de l'autre sexe. Voilà. Donc en fait, c'est une nouvelle population. Nous ne connaissions pas cette population dans les années 2000. C'est vraiment, on a constaté l'augmentation, alors particulièrement, en tout cas en France, dans les années 2018-2019 et avec le Covid, 2020, 2021, on a de très très nombreux témoignages de parents qui nous disent que c'est surtout pendant cette période-là de Covid, parce que les jeunes étaient beaucoup sur leur écran.
Donc il y a bien un phénomène, entre guillemets, dit de contagion sociale, c'est-à-dire d'un phénomène qui s'est répandu sur les réseaux sociaux avec des nouvelles formes d'auto-identification, d'auto-diagnostic, parce que la dysphorie de genre est bien un diagnostic du DSM-5, ou alors, on dit maintenant, variance de genre, ou alors transidentité. Nicolas Théa, je crois que vous avez vous-même constaté un peu un changement de population dans votre pratique. Alors absolument. Moi je suis endocrinologue également, c'est dans le cadre de la consultation d'endocrinologie que je recevais ces personnes. Et j'en ai accueilli pendant plus de 10 ans, et dans les, je veux dire, dans le début des années 2000, jusque dans le début des années 2000, je ne voyais que des adultes en général entre 30 et 40 ans, essentiellement des hommes, qui se sentaient appartenir à l'autre sexe depuis la toute petite enfance, et qui arrivaient, alors qu'ils avaient maturé beaucoup cette demande, et qu'ils décompensaient souvent psychiquement le fait, et ils allaient mal, et ils attribuaient le fait d'aller mal au fait de ne pas être dans le bon corps, et ils venaient demander à ce moment-là une médicalisation. Et à la fin de mon activité, j'ai vu un changement très important, puisque j'ai vu arriver des jeunes. Alors, moi je ne suis pas endocrino-pédiatre, je suis endocrino, et j'ai vu des jeunes de 18 ans, pétantes, arriver avec un certificat de psychiatre qu'ils avaient eu une consultation pour demander un changement, une mise au traitement hormonal pour pouvoir effectivement changer de genre. Et c'est vrai que quand on lit, par exemple, quand on lit Stoller dans les années 70, Stoller il dit « Cette situation est une situation tellement rare que la quasi-totalité des médecins n'en verront jamais. » Bon, il dit ça. Et quand on voit les chiffres qui étaient ceux d'avant, d'avant la modification de la population, c'était 1 sur 130 000 femmes et 1 sur 110 000 hommes. Et maintenant, dans les chiffres, qui sont des chiffres essentiellement états-uniens ou des pays nordiques, c'est entre 1,7 et entre 1,7 et 2,3, quelque chose comme ça, %. Donc vous voyez qu'on passe de 1 sur 130 000, 1 sur 130 000 filles, alors que maintenant on a 75% de filles, et on a donc ces pourcentages qui sont des 1-2%. Alors nous, on est certainement, vous le disiez au début, certainement dans une situation différente, parce que nous avons commencé très tard notre vague trans. Dans les pays, aux USA, au Canada, en Grande-Bretagne, il y a eu cette vague trans, elle a déferlé bien avant nous, et la preuve c'est que par exemple des gens comme Kenneth Zucker, qui est un spécialiste canadien des mineurs trans, eh bien Zucker travaillait bien avant nous, et Colette Chilon était allé le voir à l'époque pour voir comment fonctionnait son centre d'accueil d'adolescents, alors qu'il n'y avait pas encore de demande adolescente en France. Alors, je voudrais qu'on revienne au départ de votre engagement, l'une et l'autre. Nicolas Théa, en tant que gynécologue, vous étiez, je dirais, en contact avec ce phénomène. Mais vous, Céline Masson, qu'est-ce que les psychanalystes viennent faire dans cette affaire ? Les psychanalystes également ont reçu, ceux qui travaillent avec les adolescents ont vu arriver cette demande. Donc il y a ça. Moi je l'ai effectivement entendu de collègues, dans les supervisions de psychologues, etc. Alors c'est vrai que nous avons été interpellés par un film, le film Petite fille. Donc en fait c'est au moment où... C'est de là que vous avez oui. commencé à vous questionner sur la question, vous personnellement. Oui, il se trouve que je travaillais à ce moment-là avec Jean-Pierre Lebrun pour un livre que je faisais sur la crise identitaire, sexe, race, genre. On travaille avec Jean-Pierre Lebrun et sur la question aussi des identitarismes, etc. À ce moment-là, on m'informe de ce film, donc Petite fille.
que nous avons donc vu et qui nous a frappé, non pas tant parce que c'est un petit garçon qui va être une fille, c'est dans la manière dont le film a été tourné, a été monté. C'est le montage du film qui m'a interpellée, effectivement, où ce petit garçon, Sacha, dit qu'il est, qu'il est une fille, et qu'on voit une consultation pédopsychiatrique. Je suis bien d'accord que c'est la manière dont on l'a, encore une fois, filmé et monté, et non pas, je ne porte pas la responsabilité sur la pédopsychiatre, qui dit quand même, mais c'est aussi, encore une fois, on ne sait pas ce qu'il y avait avant, on ne sait pas ce qu'il y avait après, donc ça j'en conviens. Par contre, le montage du film monte une pédopsychiatre, quand la mère dit, oui, j'ai toujours voulu d'une fille, et la pédopsychiatre répond, mais non, ça n'a rien à voir, votre fille est donc dysphorique, donc c'est bien une petite fille, en gros, ne vous posez pas la question, ça n'est pas votre responsabilité, c'est parce que Sacha est une petite fille. Bon, c'est assez consternant la réponse de la pédopsychiatre, encore une fois, je dis bien telle qu'elle a été donc montée dans ce film, et c'est quand même le message que nous transmet aussi Sébastien Lifshitz, le réalisateur. Je dis toujours que les artistes c'est des artistes, c'est aussi nous transmettent un signe. Il y a un signe là de la société, donc il y a à la fois lui, parce que c'est un militant, évidemment, c'est un militant, il a fait la promotion de la transidentité, mais en même temps, c'est un artiste qui aussi nous dit quelque chose de la société. Donc c'est ça qui nous a frappés, donc assez sidérés, je dois dire, et de nombreux collègues ont été frappés par ce film. C'est à partir de là que vous avez commencé, donc qui s'est concrétisé avec l'association que vous avez montée, qui s'appelle La Petite Sirène. Exactement. Les analystes ne sont pas tous d'accord sur cette idée, hein. Notamment Serge Effez, le très médiatique psychanalyste. Beaucoup de discussions sont nées de là. Au fond, est-ce qu'on a une légitimité dans cette affaire ? Ce que disent nos collègues, c'est qu'il ne faut pas interroger, il faut accompagner la demande. Donc ça dit tout. C'est-à-dire, on les suit, ils se disent garçons pour les filles, etc. On les accompagne dans leur cheminement, même s'ils prennent du temps, mais on les accompagnera en accréditant l'idée qu'ils sont de l'autre sexe, sans interroger. Voilà. Oui, mais est-ce que quand on pose les termes, enfin en termes différents, est-ce que finalement, pris dans leur demande et des formes d'insistance de leurs symptômes, est-ce qu'il y a une parole qui peut vraiment émerger ? Je crois qu'il y a une parole qui émerge. Si nous parlons des filles, qu'est-ce qui se passe pour ces filles quand vous interrogez ces filles ? Eh ben, comment c'est venu quand vous interrogez, d'où ça vient l'idée que tu es un garçon, etc., que vous êtes un garçon ? Vous entendez effectivement ces filles dire, c'est à l'arrivée des règles, je n'ai pas du tout aimé mes règles, ou quand mes seins ont poussé, j'ai détesté ça. Et petit à petit, une parole est posée aussi sur le malaise, parce qu'avant d'interroger l'idée qu'ils sont un garçon, il faut interroger d'où vient le malaise. L'une des paroles qu'entendent les parents qui sont placés devant cette situation, c'est si vous n'accompagnez pas, si vous n'êtes pas dans l'aide, dans ce mouvement, alors vous allez être les parents d'un enfant qui va se suicider, etc. C'est la formule précise, c'est « voulez-vous d'une fille morte ou d'un garçon vivant ?» Voilà. Est-ce que, justement, c'est une réalité, cette histoire de suicide ? Alors, d'abord, je voudrais juste faire état d'une étude qui vient de sortir, de 1650 parents, qui disent que quand ils sont allés consulter avec leurs enfants dans les centres de genre, la moitié d'entre eux ont été poussés à donner le traitement, à s'engager dans le traitement. Donc, effectivement, c'est une réalité quand même, cette pression des parents pour donner le traitement. Et c'est non seulement une pression, mais il y a actuellement des militants qui, en France, sont en train de militer pour supprimer l'autorisation parentale nécessaire pour les mineurs pour avoir un traitement, en comparant ces traitements à l'IVG dont nous parlions, ou la contraception, ou voilà. Or, le problème de ces traitements, c'est que quand vous prenez une contraception, quand vous arrêtez de la prendre, vous êtes fertile. Quand vous faites une IVG, quand vous avez fait cette IVG, vous êtes fertile. Quand vous avez fait une grossesse, après la grossesse, vous êtes fertile. Quand vous prenez les traitements
des traitements de sexuation, vous avez des grands risques de ne plus être fertile. C'est-à-dire qu'il y a une irréversibilité, et ce n'est pas la seule irréversibilité, mais c'est une des irréversibilités des traitements. Donc, ce n'est pas du tout la même chose, ces traitements, que les traitements qui concernent la sphère de la sexualité. Et donc, c'est pour dire à quel point on a le sentiment qu'effectivement, on a non seulement une volonté de pousser les parents, mais de pousser la société à banaliser complètement les traitements pour ces jeunes. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas effectivement un risque de suicide ? Comment on peut appréhender cette question ? Alors, le problème des suicides, il est le suivant. C'est que les études qui ont montré qu'il y avait une protection du suicide, c'est une protection alléguée à la transition, ce sont en fait des études qui ne tiennent pas la route, qui sont méthodologiquement mauvaises. Et ce dont il faut tenir compte, c'est plusieurs choses. C'est le fait que entre 60 et 90% de ces enfants présentent des psychopathologies ou des troubles psychiatriques, etc. Que ces situations-là sont elles-mêmes moteurs, c'est le moteur essentiel des tentatives de suicide, ces situations-là, on le sait. Et quand on prend en charge un adolescent, on ne prend pas toujours en charge sa situation psychologique ou psychiatrique. Kenneth Zucker, encore lui, disait, dans le champ clinique trans, on surestime la dysphorie de genre, on sous-estime les psychopathologies, et ce que disent de nombreuses des transitionneuses, c'est qu'elles n'ont pas été prises en charge pour leur psychopathologie, et que c'est ça qui a fait qu'elles ont transitionné, et qu'elles se retrouvent maintenant en situation de transition parce qu'elles se sont aperçues que leur problème n'était pas le genre, mais leur psychopathologie. Alors je voudrais quand même reprendre sur une question qui, moi, deux questions qui, moi, m'importent beaucoup. L'un des slogans, une des choses qui s'inscrit dans la langue, et qui me paraît, alors on parlait tout à l'heure du film Petite fille, mais moi, il y a une autre chose qui m'accroche, c'est le slogan LGBT. Parce que on a tendance, me semble-t-il, dans ce sigle qui est répété à loisir, et toujours lorsqu'on parle de transidentité, on parle de LGBT. Or, est-ce qu'on parle de la même chose lorsqu'on parle des questions d'homosexualité et de sexualité d'une manière générale, et est-ce qu'on parle de la même chose quand on parle de transidentité ? Moi, je pense déjà qu'il faut dire que LGBT, effectivement, c'est un sigle, c'est un acronyme. C'est un milieu très hétérogène. Hein. Voilà, il y a plusieurs lettres, et il y a autant de lettres qu'il y a de points de vue. Donc, vous avez effectivement des homosexuels qui sont absolument pas en accord avec ce qui est en train de se passer du côté de la transidentité. D'ailleurs, il faut quand même dire que ça a été montré par des études aussi, ces jeunes filles qui se disent garçons, pour certaines d'entre elles, je ne dirai pas toutes, mais certaines d'entre elles se disent lesbiennes. Il y a eu un premier temps de coming out en disant je suis homosexuelle, voilà, j'aime une autre fille. Enfin, on le retrouve aussi dans la clinique. Donc ça pose la question effectivement, qu'est-ce que c'est qu'en tant que fille aimant une autre fille, cette fille devenant garçon, est-ce qu'il n'y a pas un rejet aussi de l'homosexualité ? L'une des choses que j'ai remarquées, si vous voulez, c'est à quel point le mouvement que vous soutenez est catalogué de droite, voire d'extrême droite. Bien sûr. Et l'un des risques, peut-être, me semble-t-il, est de se laisser enfermer dans cette caractérisation. Parce que je voyais, on va en parler, les publications que vous proposez pour informer les gens, ne sont acceptés que des journaux soit neutres, soit catalogués à droite. Par contre, quand il s'agit de s'adresser même à des journaux comme Le Monde, qui n'est pas qualifié d'extrême gauche, loin de là, mais enfin, qui est clairement réticent
voire clairement fermé à toute publication. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un risque, justement, vous disiez, beaucoup de ses parents sont plutôt de sensibilité de gauche, et pourtant, on sent qu'il y a il y a une fermeture, une surdité de la gauche par rapport à ces questions. Alors ça pose la question que devient la gauche aujourd'hui? Nous-mêmes sommes de gauche, nous ne reconnaissons plus dans aucun parti, il faut quand même dire les choses, hein, et on est, moi je dis toujours, on est exilé, ou en tout cas hébergé dans ces journaux-là. Alors bon, l'Express, Marianne ne sont pas des journaux proprement de droite, hein, c'est centre-droit, d'ailleurs beaucoup de journalistes aussi sont de sensibilité de gauche. Mais en fait, alors heureusement qu'on a ces journaux-là, hein, ce sont des journaux qui prônent les valeurs républicaines, qui sont les nôtres, hein, d'ailleurs, hein, sur la laïcité, enfin voilà. Maintenant, effectivement, il y a une surdité dans certains journaux, notamment des journaux où nous publions. Moi, j'ai publié dans l'IB et dans Le Monde, puisque je viens de la lutte aussi contre l'antisémitisme, c'était des journaux que je publiais, qui refusent catégoriquement aujourd'hui de nous publier. Donc je pense qu'il y a une peur, en tout cas au Monde certainement, moi je pense qu'il y a une peur, parce qu'il y a des gens qui sont tout à fait sur notre ligne, qui n'osent pas, parce qu'ils ont été rejoints, je pense, par des très jeunes journalistes, qui marquent en tout cas un territoire effectivement de défense des LGBT, du coup on ne peut plus rien dire. Nous aussi on est tout à fait pour les valeurs LGBT, et j'ai absolument aucun problème avec ça. Et les valeurs progressistes, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire le progrès? J'aimerais pas comme interroger ce que disent nos collègues quand ils parlent de valeurs de progrès. Oui, j'allais dire, c'est pire que ça, parce que c'est pas seulement le fait qu'on puisse pas y parler, c'est qu'ils donnent la parole aux militants extrémistes et aux médecins qui les soutiennent pour dire, en général, que nous pour nous accabler, pour dire à quel point ce que nous disons... que nous prônerions les thérapies de conversion, que nous serions transphobes, etc. Ouais. Je voudrais qu'on parle un petit peu maintenant, puisqu'on a un recul de plusieurs mois, voire une année, je crois que c'est 2 ans. 2 ans, décembre. 2 ans déjà. Janvier 2021, ça fait un peu plus de 2 ans. D'accord. Est-ce que l'une et l'autre, vous pouvez un petit peu retracer les événements marquants? Alors, on peut quand même dire effectivement la publication de notre livre en février 2022. Bien sûr. On n'a pas eu aucun problème jusque la conférence à Genève. Effectivement, nous étions invités chez des psychanalystes, à l'association donc romane de psychanalyse, et ça se passait à l'université. La conférence devait avoir lieu puisqu'elle n'a pas eu lieu à l'université, où effectivement, à peine commencé notre conférence, sont arrivés une quinzaine de militants transactivistes. Moi, je préfère distinguer les transactivistes des LGBT, parce que tous les LGBT ne sont pas des transactivistes. Donc, distinguons bien aussi, tout le monde, ne pas mettre... Et les personnes trans ne sont pas non plus des transactivistes. Il faut bien distinguer les deux. Donc, effectivement, une quinzaine de jeunes militants, donc transactivistes, qui sont venus crier le psychanalyste assassin, puisque effectivement, c'était une conférence d'une association de psychanalystes, donc ils savaient que nous étions avec des psychanalystes, et on criait, mais c'était absolument invraisemblable. Je les ai invités à s'asseoir, à discuter avec nous. Je n'ai même pas pu, alors que j'ai déjà assisté dans des amphithéâtres à des prises de parole véhémentes d'étudiants, où on a pu discuter. Là, c'était absolument impossible, si bien qu'à un moment donné, nos collègues psychanalystes, c'était intéressant, je les avais en face de moi, ils étaient sidérés. Les psychanalystes, il y avait Bertrand Kramer qui était là, enfin des collègues qui ont quand même une grande expérience, qui n'ont jamais vu ça à Genève. Donc j'ai dit à un moment donné, il faut qu'on quitte les lieux parce qu'on ne pourra pas faire cette conférence. On est parti, on a tenu notre conférence dans le centre suisse de psychanalyse, et nous avons fait notre conférence 1 heure et demie après. C'est intéressant parce qu'une des personnes transsexuelles qui était présente dans l'auditoire est venue avec nous. Et j'ai demandé, effectivement, elle a parlé assez longuement, je voulais qu'on lui laisse la parole. Les collègues voulaient l'interrompre, j'ai dit non, laissez-la parler. C'est un homme donc, qui s'est fait sa transition adulte, et c'était intéressant, nous avons pu échanger. Ensuite, 1 mois après, Éric Marty m'envoie un SMS le soir même où il a essayé de faire une conférence. Il me dit, Céline, j'ai été attaqué, etc. Lui, ça a été encore plus violent. Lui, c'était son livre. Il faut dire qu'Éric Marty, c'est un... Éric Marty, qui est professeur de littérature, professeur de littérature, qui a écrit un livre... Qui a écrit un livre, Le sexe des modernes. Un livre remarquable, une somme
sur l'histoire de ce mouvement, etc., est bien plus large. Voilà, et donc Éric Marty était invité par l'Université de Genève, cette fois-ci invité par l'Université de Genève, se fait attaquer, donc ses papiers ont été déchirés, on lui a envoyé jeter du gel hydroalcoolique dans la figure. Bref, il est quand même atterré aussi, lui, de ce comportement. Voilà. Passe quelques mois et à la rentrée, on est invité, ça a été quand même, il y a Lille, hein, donc Cité Philo à Lille où Caroline Yachev est invitée, et complètement empêchée de parler, pareil, des cris, mais vraiment non seulement des cris, mais en plus des mouvements assez violents de personnes qui ont essayé de l'approcher, et on n'était pas du tout rassurés, et elle est empêchée de parler. À ce moment-là, mine de rien, jeudi, il y avait des personnes d'associations trans et LGBT qui étaient présentes, qui étaient tout à fait ouverts au dialogue. J'ai demandé à ce qu'on aille parler ensemble, tu étais là aussi, et on est allé parler, alors c'était tout à fait discrètement, puisque ça n'a pas été filmé ni quoi que ce soit. Je ne les nommerai pas non plus pour les protéger, parce qu'ils nous ont dit, si on sait qu'on a parlé avec vous, on va être nous aussi attaqués, etc. Et c'était tout à fait important et intéressant, parce que ce sont des personnes, donc une personne trans adulte, hein, qui a fait sa transition très tardivement, à 50 ans je crois, et une autre personne homosexuelle d'une association homosexuelle. C'était très bien, on a échangé, on n'est pas en accord, on leur a donné notre livre, etc. On a ri ensemble, et voilà, bon, on n'est peut-être pas d'accord, mais on a pu parler. De face à face, de visage à visage. Voilà. Alors que dans les conférences où nous sommes invités, c'est non seulement on ne peut pas parler, mais en plus on est attaqué, soit par des mots, quand même assassins, transphobes, racistes. C'était à Bruxelles, quelques mois après à Bruxelles, et on nous a jeté de la litière de chat, dont des excréments, hein, voilà, je ne savais pas ce que c'était au début, etc. Donc ça a été quand même violent. Et alors le pire pour moi, ça a été quand même du côté de la censure, du côté des institutions. Puisqu'on était invité par la Vidzo, donc une association de féministes juives, pour parler c'était la journée internationale des droits de l'enfant, et on était invité par la Vidzo. La mairie, ça devait se passer à la mairie du 3e arrondissement, et le maire a considéré qu'il ne pouvait pas recevoir des personnes comme nous. Voilà, donc nous étions frappés de tous les mots à ce moment-là, et quand même que la mairie dise non, ces personnes-là, on ne peut pas les recevoir, ça a été quand même c'était le plus violent, parce que les activistes, c'est leur job, hein, c'est ce qu'ils font, ils font pression, on peut comprendre. Mais que des institutions d'État interdisent le débat, là je trouve qu'on a dépassé une limite. Absolument. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé avec l'histoire du planning familial? Parce que ça a été aussi un élément important peut-être de votre action. Alors, le planning familial, donc, nous avons, nous, des témoignages de parents depuis 2 ans qui nous font part des consultations qu'ils ont eues au planning familial, où en une séance, on a donné des ordonnances de testostérone à des jeunes filles. Donc ça s'est jamais vu nulle part, même dans les centres dédiés de nos collègues, ça ne se voit pas. Parce qu'effectivement, ils prennent le temps, et ça c'est vrai, nos collègues dans les conventions de transidentité ou d'identité sexuelle. Par contre, au planning familial, ça ne semble pas se passer comme ça. Donc ce qu'ils disent, c'est d'abord, quand les parents arrivent avec leur fille, par exemple, et que la fille dit « moi je m'appelle Jérémy », le planning familial accrédite tout de suite en disant « il faut l'appeler Jérémy, c'est un garçon, il faut l'appeler Jérémy ». Donc ça, on a des témoignages, on en a plein. Donc voilà, ça a été quand même des informations que nous avons de la manière dont ça se passe au planning familial. Et aussi, le planning familial a un lexique trans, hein, ça a été quand même pour ça qu'on a fait une tribune récemment, c'est qu'ils ont un lexique qui présente la doctrine trans, quoi. Il faut dire les choses comme ça, avec des mots qui sont complètement incompréhensibles, et que ce soit sur leur site, alors que le planning familial est une institution très importante, il faut qu'elle continue. Évidemment, nous on n'est pas du tout pour supprimer les budgets, hein. Ce n'était pas ça le sens de la tribune, c'est qu'il persiste dans le projet initial du planning familial. Et oui, justement, Nicolas Théa, peut-être que vous pouvez dire un mot sur cette évolution du planning que vous connaissez bien. Alors, je connaissais bien. Je ne reconnais plus. Je ne reconnais plus parce que effectivement, le planning que j'ai connu et dans lequel j'ai travaillé quand j'étais interne, j'allais une fois par semaine en consultation de planification familiale, en planning familial en Seine-Saint-Denis.
on travaillait sur l'accueil des adolescents, la contraception adolescente, l'accompagnement des adolescents sur l'IVG, la pratique des IVG, l'accompagnement des grossesses. C'était un travail véritablement féministe, qui était très porteur des valeurs féministes et très porteur de la prise en charge des problèmes liés, des problèmes de la médecine reproductive liés à la femme. Avec la possibilité d'avoir une gratuité de consultation, avec la possibilité d'avoir une gratuité des plaquettes contraceptives, etc. Et là, effectivement, je veux dire que la mutation du planning familial est pour moi est tout à fait étrange. Et ce qui est en plus assez dramatique, c'est qu'elle est d'une certaine façon maintenant antiféministe. Elle n'est plus féministe, elle est antiféministe. Ça veut dire que quand on met par exemple un homme enceint en disant les hommes sont enceints, je pense que c'est... D'abord, ce n'est pas des hommes, ce sont des hommes trans, donc on veut absolument faire qu'il y ait une maternité masculine, comme on le voit, comme on l'a vu juridiquement là sur l'affaire qui vient de se passer, où un homme trans a transité en femme et a donné naissance avec son sperme dans une relation sexuelle avec sa femme à une enfant dont il veut être la mère. On voit bien que aujourd'hui, les bagarres, elles se situent sur la problématique d'effacer les femmes du champ de la maternité et d'être rattrapées par une volonté masculine de reproduction maternelle, j'allais dire. On le voit à travers la GPA, on le voit à travers les hommes enceints, et là, on n'est clairement plus dans une problématique de défense de la femme, on est en train, au contraire, d'effacer la femme, et c'est ce que disent un certain nombre de féministes qui ont établi une charte des droits fondée sur le sexe, qui est actuellement en circulation, c'est cette charte des droits fondée sur le sexe des femmes, pour justement réaffirmer que nos droits, ils passent par cette reconnaissance-là. Alors moi, je dois d'abord dire que non seulement ça touche la psychanalyse et les psychanalystes, ça touche tous les citoyens. C'est un combat de société, c'est un combat civilisationnel qui doit concerner tout le monde. Pas seulement les psychanalystes, pas seulement les psychiatres, pas seulement les médecins. C'est un combat pour tous. Compte tenu de ce que vous disiez Nicolas Théa par rapport à cet effacement effectivement des femmes. Donc c'est un combat tout à fait humaniste, voilà, tout à fait humaniste, universaliste.